Chers amis, nous revoilà pour la partie 2. Donc, pour la partie 2, pour récapituler, dans la partie 1, nous avons survolé l'Antiquité pour donner une base d'explication de ce qu'est le proto-racisme. Donc, cette version précoce du racisme qui prend en considération la distinction qui est faite dans l'Antiquité entre deux pans de la civilisation importante, c'est la civilisation elle-même, l'évolution technologique, et puis le barbarisme. Ceux qui sont pas du comté civilisé, c'est-à-dire la Grèce antique, la Rome antique. On peut même prendre en considération l'Égypte, parce que l'Égypte a été aussi une référence pour les Grecs et sera aussi une base de réflexion pour les Romains. Okay. Et donc, on voit cette analyse de Benjamin Isaac qui est très intéressante sur l'Antiquité et c'est ce que vous voyez en image ici, là, cette vision de l'Antiquité et du proto-racisme. Maintenant, ce qu'on va aborder dans la partie 2, c'est moi partager mon écran, c'est l'évolution du racisme vers une vision structurelle et idéologique et l'utilisation du code noir dans le système colonial français. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, qu'on va aborder maintenant dans la partie. Maintenant, ce qui est important de récapituler, c'est les différentes étapes de l'histoire humaine. Donc, il y a l'Antiquité qui se passe avant Jésus-Christ, mais qui dépasse un petit peu l'étape de Jésus-Christ, l'étape très importante de Jésus-Christ, qui va jusqu'en 476. Donc, l'Antiquité remonte jusqu'en 476. 476 après Jésus-Christ, qui indique la fin de l'Empire romain d'Occident. Maintenant, le Moyen-Âge commence environ 400-500 ans après Jésus-Christ pour continuer jusqu'en 492. Pourquoi 492? C'est la découverte par Colomb de l'Amérique du Sud. Il y a aussi des grandes découvertes scientifiques qui permettent de passer à un nouveau cycle. Ce nouveau cycle, on appelle ça l'époque moderne. Donc de 492 au XVIIIe siècle jusqu'à la Révolution américaine ou la Révolution américaine 1748 ou la Révolution française en 1789. Donc ça, c'est l'époque moderne. Après, à partir de l'époque de 1789 jusqu'à nos jours aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'époque contemporaine. Et donc, ces trois étapes-là voient trois formes de racisme. Le proto-racisme, le racisme structurel et institutionnel, mais également idéologique dans l'époque moderne. Et on voit le racisme pseudo-scientifique à l'époque contemporaine. Okay. Donc maintenant, on est dans la partie 2, on est dans la partie du racisme structurel, institutionnel et idéologique. Donc, on franchit le seuil du XVIe siècle. Nous entrons dans l'ère du commerce triangulaire. Commerce triangulaire qui est synonyme de l'esclavage des Africains, dans le sens où le commerce triangulaire voit les esclaves venant d'Afrique vers l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, pour repartir vers l'Europe avec des denrées qui sont produites par les esclaves. Okay. Maintenant, bien que ce siècle du XVIe siècle marque les prémices de cette tragédie humaine qu'est l'esclavage, c'est au XVIIIe siècle que l'esclavage atteindra son apogée. C'est là où on sait aujourd'hui avec les chiffres, 15e siècle, du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, on voit les échanges financiers qui sont estimés, on parle de 20 trillions de dollars qui ont été générés par l'esclavage et le commerce triangulaire. Donc des fortunes se sont établies sur ces échanges. Okay. Donc malgré la condamnation de cette pratique inhumaine par la Révolution française, la Révolution française abolira l'esclavage en 1794. Okay. Paradoxalement, Napoléon Bonaparte, ce grand dictateur, cette grande figure française, n'est-ce pas, soucieux de renflouer les caisses de l'État et de se remplir les poches parce que c'était un homme extrêmement corrompu, naturellement, comme beaucoup d'hommes politiques français, hein. Ils ont perpétué une tradition naturelle. Donc, Napoléon Bonaparte rétablit l'esclavage en 1802. Okay. Et finalement, il sera totalement aboli en 1848. Mais maintenant, revenons un petit instant sur le XVIe siècle. Une époque où l'Église catholique jouait un rôle central dans la vie sociale, intellectuelle, morale et politique. Elle servait de référence pour interpréter le monde naturel et l'ordre social. Okay.
L'ordre social, ça veut dire j'écrase tout le monde et je dicte mes conditions. Plusieurs éléments de la doctrine catholique de l'époque peuvent être mis en perspective pour l'esclavage. Okay. Premièrement, la hiérarchie des êtres. L'Église catholique, tout en affirmant l'égalité fondamentale de tous les êtres humains devant Dieu, a souvent hiérarchisé les êtres vivants. Il place l'homme au sommet de la création. Okay. Mais il y a une vision hiérarchique et elle ne visait pas simplement à justifier l'esclavage, mais elle pourrait être instrumentalisée ou utilisée pour hiérarchiser les sociétés humaines. Donc, il y a pas de définition claire. Qui est au top de cette hiérarchie n'est pas clair. Donc, ça laisse tout ouvert à interprétation. Deuxièmement, la loi naturelle. L'Église catholique a développé la notion de loi naturelle, un ordre divin inscrit dans la nature humaine et la société. Cette loi a servi à justifier les structures sociales existantes, y compris les inégalités. Ça veut dire qu'on va partir du Moyen Âge, et après la période de Charlemagne, on voit l'établissement d'une noblesse, d'une aristocratie, et de trois castes, on va appeler ça comme ça, ou des classes sociales. Donc, la noblesse et l'aristocratie, ou l'aristocratie, le clergé et le tiers-état. Le tiers-état représente un melting pot du reste de la société. Le top de la noblesse et le clergé représentent quoi, un 4 à 5% de la population, et le tiers-état représente 95-96% de la population. C'est ça que ça veut dire. Donc, si la loi naturelle n'explicite pas ou n'approuve pas explicitement l'esclavage, elle fournit un cadre théorique qui pourrait être utilisé pour légitimer l'esclavage. C'est, on ne dit pas qu'on veut permettre l'esclavage, ce serait inhumain, surtout pour l'Église catholique, mais on laisse les choses en suspens, sans préciser clairement. Il y a une mission d'évangélisation, ça c'est le troisième point, la mission d'évangélisation. Le désir de convertir les païens a souvent été associé à des projets de colonisation et d'exploitation des terres et des populations, ce que l'on voit naturellement après 1492 et avec Christophe Colomb, on voit une colonisation de l'Amérique du Sud et littéralement un génocide des des Indiens, des anciens, des descendants des Incas et des Mayas. Bien que l'Église ait prôné le respect de la dignité humaine, la pratique est totalement différente, notamment dans les colonies, où l'esclavage était généralement répandu. En Amérique du Sud, en Amérique du Nord, il y a eu des tentatives, et notamment ramener les esclaves d'Afrique. Maintenant, l'évolution de la doctrine, c'est le point 4. Il est important de noter que la position de l'Église catholique sur l'esclavage a évolué au fil des siècles. Au début, ils étaient contre. Après, ils ont une position un peu neutre. Et il y a certaines bulles pontificales qui ont condamné certaines formes d'esclavage, notamment celles qui touchent les chrétiens. Mais l'Église n'a jamais été ferme dans sa condamnation de l'esclavage des non-chrétiens. En fait, cette position neutre leur permettait de pouvoir notamment négocier avec les civilisations arabes ou autres, de négocier le rachat de la liberté de certains esclaves chrétiens. Ces éléments tous pris en considération suggèrent que la doctrine catholique, tout en ne justifiant pas explicitement l'esclavage, comme je le disais, a pu fournir un cadre intellectuel, politique, moral et religieux qui a été utilisé par certains pour justifier l'esclavage. Donc l'influence de l'Église catholique, elle est aussi complexe. Hein. Je veux nuancer un petit peu. C'est que l'Église catholique a eu un rôle complexe, certaines fois avec une omnipotence absolument frappante, notamment à l'époque de l'Inquisition, mais qui variait selon les époques et les lieux. Donc c'est pas totalement homogène, mais tout de même, l'Église catholique avait une influence, même dans des contrées qui n'étaient non catholiques, ils avaient une influence très importante. Okay. Notamment, il faut se souvenir que Constantinople était la réminiscence de l'Empire romain, mais en Orient. Donc c'était l'Empire romain d'Orient. Donc en parcourant les siècles, nous arrivons au XVIIIe siècle. Maintenant, l'Empire français, qui s'établit d'une manière extrêmement large, puisqu'il est en Amérique du Nord, il est naturellement en France,
Il est naturellement en Afrique, il est en Asie, il est dans le Moyen-Orient, il est aussi en Océanie, jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Et donc, on peut voir que son influence est absolument prépondérante dans le monde entier. Okay. Donc, l'Empire français met en place le Code noir, un ensemble de lois régissant la vie des esclaves dans les colonies. Ce code, loin de reconnaître la pleine humanité des esclaves, il les soumet à un régime de ségrégation et d'exploitation sans précédent. C'est-à-dire qu'on ne traite plus les gens on traite plus les gens comme des personnes, mais comme des biens. Le Code noir nie aux esclaves les droits fondamentaux de tout être humain, les considérant absolument comme des biens, comme je le disais juste avant, plutôt que comme des personnes. Ils imposent une conversion forcée au catholicisme, tout en limitant l'accès aux rites et sacrements catholiques. Notamment, le mariage entre esclaves est interdit. Pourquoi? Parce que le mariage s'effectue devant Dieu, devant une sommité divine, et on ne peut pas permettre à des individus qui sont considérés comme des biens de se marier devant Dieu, parce qu'on les considère comme des choses. Donc, on leur permet, on les force au catholicisme tout en les considérant comme des choses. Okay. Donc, leurs enfants naissent esclaves. En plus, ils ne sont pas mariés, donc ils ne sont pas devant Dieu, ils ne sont pas reconnus devant Dieu. Les punitions infligées aux esclaves sont souvent cruelles et totalement arbitraires. Vous allez voir une image qui est un petit peu choquante, mais je voulais pas faire des images, je voulais pas donner des images plus graphiques que ça. Il y a des images beaucoup plus graves. Donc, cette législation du Code noir s'inscrit dans un contexte un peu plus large et de hiérarchisation sociale. Au Moyen Âge, on voit une tentative à peu près similaire. Pas une tentative similaire, c'est à peu près similaire. On voit déjà qu'il y a la société française était fortement hiérarchisée, avec, comme je disais, les trois classes qui sont la noblesse ou l'aristocratie, le clergé et le tiers-état, avec une noblesse terrienne exerçant un pouvoir considérable sur les paysans. La condition des serfs, c'est la condition des serfs et des vilains étant moins déshumanisante que celle des esclaves, mais très souvent, on sait que les vilains étaient des anciens esclaves. Elle était notamment marquée par de nombreuses restrictions et de taxes qui étaient extrêmement importantes sur les deux conditions. Mais donc les serfs et les vilains étant différents, puisque les serfs, on va regarder l'étymologie de serf, on voit servitude quelque part. Donc les serfs sont des anciens esclaves et les vilains sont des paysans qui sont simplement travaillent sur la tenure, ils vivent à la campagne avec 90-95%, et les serfs appartiennent au seigneur. Donc il y a une logique de servitude et d'esclavage quelque part. Okay. Donc c'est moins déshumanisant que celle des esclaves, mais c'est quasiment pareil. Elle était néanmoins, comme je le disais, il y avait de nombreuses restrictions et des taxes qui s'appliquaient à eux de manière automatique. Ok. Donc le code noir et les pratiques féodales viennent, je tire un trait, mais c'est celle d'une domination d'un groupe sur un autre. On voit également la logique de déshumanisation de l'autre. Dans l'esclavage, c'est même encore pire, parce on déshumanise et on en tire un profit, sonnant et trébuchant. Et l'accumulation de fortunes, on parle de fortunes très importantes qui se sont faites en France, en Angleterre et aux États-Unis sur le trafic des esclaves. Donc, on sait aujourd'hui que beaucoup de fortunes qui existent aujourd'hui se sont formées sur l'esclavage. Okay. Il y a quelques rumeurs qui existent, je ne les citerai pas, mais il y a quelques rumeurs qui existent. Donc, vous voyez bien que la religion catholique, tout en prônant l'égalité de tous devant Dieu, a été instrumentalisée pour justifier des inégalités sociales et des inégalités humaines, raciales. Okay. Donc, on voit cette structure qui se met en place à travers l'Église catholique, à travers le Code noir, qui donne des structures et aussi de manière institutionnalisée, mais également qui laisse évoluer une idéologie raciale. Okay. Donc, il est important donc de noter que la notion de race telle que nous la concevons aujourd'hui n'était pas identique à celle du 16e, 17e, 18e siècle. Les catégories sociales étaient alors souvent définies par des critères juridiques et religieux plutôt que par des critères biologiques, même si la couleur de peau, naturellement, est un critère biologique. Mais principalement, c'est
juridique et religieux dans le sens où la juridiction est établie selon la loi de Dieu et la loi de Dieu est fixée par l'Église. Et donc, les nations se basent sur un fondement religieux pour baser la loi. Okay. Donc, en conclusion, il faut voir que le Code noir et les pratiques féodales témoignent d'une longue histoire de hiérarchisation sociale et d'exploitation qui s'exerce d'abord dans, en France et en Europe dans des conditions de hiérarchisation sociale et d'exploitation. Et là, on voit par contre avec les esclaves, c'est une hiérarchisation humaine d'exploitation. Et ces systèmes ont servi à déshumaniser des groupes entiers de personnes, justifiant ainsi leur asservissement. Il est essentiel de comprendre ces mécanismes pour mieux saisir en fait les enjeux actuels des luttes contre les discriminations. Mais il faut comprendre que ces éléments de création de fondements sur un racisme institutionnel, structurel et idéologique sont basés sur du vent. Il n'y a rien qui le justifie. Absolument rien. Simplement de l'invention. C'est de l'interprétation des textes bibliques que l'on fait pour justifier l'esclavage. Donc, ce que je voulais démontrer dans mon analyse, c'est l'évolution d'un proto-racisme vers un racisme plus structuré et idéologisé, ayant pour but de justifier les pratiques terribles et inhumaines comme l'esclavage. Cette évolution trouve un écho dans l'histoire de la société française et internationale, où les systèmes de hiérarchisation sociale du Moyen-Âge à la Révolution, mais aussi aujourd'hui, continuent à légitimer des inégalités profondes, parce qu'on est toujours dans une époque moderne. Les gens sont toujours marqués par cette vision ou cette classification qui est donnée par rapport aux gens qui ont une couleur de peau différente et qui ont une origine différente. Donc, ma, ma vision, c'est de connecter les deux éléments ensemble, cette hiérarchisation sociale et cette hiérarchisation humaine. Pour moi, je trouve ça assez pertinent de lier les deux. Comme ces deux systèmes du Moyen-Âge et de l'esclavage reposent sur une hiérarchisation rigide des individus fondée sur des critères sociaux, économiques ou supposés naturels, et donc religieux. La religion donc joue un rôle important en légitimant cet ordre social ou humain en le présentant comme une expression de la volonté divine. Vous vous rendez compte du, du, du côté satanique dont l'Église catholique a fait preuve. C'est ça que je veux mettre en avant. C'est l'utilisation de la religion comme un fondement sur des choses qui n'ont aucun sens humainement parlant. Donc maintenant, ce qu'on verra dans la partie 3, on verra cette évolution maintenant vers un racisme plus systémique qui s'accompagne d'une tentative de le justifier par des arguments purement fallacieux ou des éléments pseudo-scientifiques que je vais démonter et que je vais aussi vous démontrer comme quoi ces éléments sont fallacieux et qui mènera à quelque chose d'extrêmement sombre qui s'appelle l'eugénisme, que j'évoquerai dans la partie 3. Avec un exemple, je vous donnerai un exemple après dans la partie 4, qui sera assez frappant. Okay. Donc voilà, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur la partie, ce que je veux dire pour la partie 2, on se retrouve dans la partie 3.